Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7 Info, le débat. Ce soir, nous parlons de démocratie qui longtemps a été présentée comme un modèle universel, mais qui aujourd'hui est questionné sur le continent africain. Entre instabilité politique, coup d'État et critique de certains dirigeants, notamment au Burkina Faso, une idée revient. La démocratie telle qu'elle est pratiquée ailleurs est-elle adaptée au continent africain? Alors l'Afrique est-elle prête pour la démocratie ou doit-elle inventer son propre chemin? Nous en parlons dans ce 7 Info, le débat, avec Dr Koné Mebra, politologue. Bonsoir, docteur. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Juste à côté de vous, il y a Aouman Gaël Lakba. Vous êtes analyste sociopolitique. Merci également d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Et en face de vous deux, il y a Serge Koufi, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Il est journaliste politique. Merci Serge d'être avec nous. Je t'en prie, Daniel. Alors, on va commencer avec Dr Koné Mebra. On va revenir avec vous à la base même du sujet. Quand on parle de démocratie aujourd'hui en Afrique, est-ce qu'on parle vraiment du même concept qui est adopté dans les pays occidentaux? Merci pour la question. Si nous nous en souvenons, le discours de la boule de l'ex-président français Mitterrand, qui a consacré la fin du parti unique et l'ouverture du multipartisme, doit nous amener à comprendre que la démocratie a été souhaitée par les nations qui la pratiquaient déjà. Donc dire aujourd'hui que la démocratie serait un concept ou une culture étrangère à l'Afrique, je ne pense pas. Parce que de toutes les formes d'accession au pouvoir dans notre ère actuelle, la démocratie reste la forme la plus parfaite du système de gouvernance qui pourrait assurer la paix, la stabilité, la sécurité et la quiétude des populations. Qu'on soit dans les pays occidentaux ou encore en Afrique, est-ce qu'on parle du même concept? Évidemment que nous parlons du même concept, puisque la démocratie, qui est ce processus qui veut que l'organisation de l'État, la désignation des dirigeants de l'État et la situation des populations, et tout cela est contenu dans le concept de la démocratie. En Afrique, comme en Europe, les modes de désignation des chefs relèvent toujours de la majorité ou de l'expression du suffrage. Donc que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique, dans le concept actuel de la démocratie, on a toujours recours au suffrage des citoyens ou des populations. Sauf qu'en Afrique, on observe quand même de nombreuses tensions électorales sur le continent. Du coup, une question se pose naturellement, c'est à vous que je vais m'adresser. Est-ce que ces crises à répétition traduisent qu'il y a un échec de la démocratie? Oui, clairement, il y a un échec. Alors, avant même de répondre même à ta question, il faut dire que d'abord, le concept de la démocratie est universel. Tu as posé la question à Dr Mebra, c'est universel. Je pense qu'il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas une déclinaison... De démocratie africaine, il n'y a pas une déclinaison ou de la démocratie africaine, ou asiatique, ou bien sud-américaine. Elle est la même pour tout le monde. C'est les mêmes principes de démocratie qui prévalent en Europe, comme en Afrique et ailleurs, partout dans le monde. Maintenant, en Afrique, c'est vrai que dans l'application de la démocratie, dans l'exercice de la démocratie, il y a des difficultés en Afrique. Tu as parlé tantôt des coups d'État, des crises, des guerres autres. Je pense que c'est la mauvaise application des principes de démocratie qui envoie ces situations conflictuelles-là en Afrique. Parce que si les principes démocratiques sont appliqués dans les strictes rigueurs, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème en Afrique. Alors justement, au-delà des institutions, parce que c'est sûr qu'elles sont concernées quand on parle de démocratie, au-delà de ces institutions-là, il y a des populations, cher Gaël Aouman Lakba. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Africains, mais dans leur globalité, adhèrent de façon réelle aux principes démocratiques? Le principe démocratique, c'est le système de gouvernance le moins douloureux. Donc les populations, consciemment, psychologiquement, dans l'esprit, adoptent et préfèrent la démocratie. À quoi? À la monarchie, qui est opposée à la monarchie, qui est un système dirigé par un souverain et qui est remplacé par ses descendants. Qu'il soit efficace
qu'il ne le soit pas, c'est comme si le destin était déjà figé à ce niveau. Donc ce système-là, il a existé. On a vu les limites de ce système. Voilà pourquoi on est passé à la démocratie. Donc, pour répondre à la question, les populations dans l'esprit, c'est le système le plus accepté et c'est le plus abouti, comme certains le disent. J'ai fait un peu d'histoire, parce que c'est important pour ceux qui suivent. La démocratie naît après la Révolution française. Donc, il quitte la monarchie pour venir à une, on va dire, une expérimentation, une introduction même de la démocratie avec ses lois fondamentales, qui sont la souveraineté du peuple, l'égalité devant la loi, et puis les droits fondamentaux dont on parle, les différents droits fondamentaux de la démocratie. On va parler de souveraineté du peuple, on va parler de liberté d'expression et tout ce qui vient avec. Mais en ce moment-là, ce n'était pas une démocratie aboutie. Suivez bien, parce qu'il y a des choses que nous, Africains, on ne comprend pas. La démocratie, dans ce parcours que je raconte, est née en 1789. Et jusqu'à 1870, on parlait de démocratie instable. Parce que, justement, ils ont adopté la démocratie. Ils étaient dans la monarchie. Mais il ne faut pas oublier qu'ils avaient leurs habitudes. Ce qui a fait que la monarchie, ils parlaient de monarchie constitutionnelle. Et il y a eu encore, pendant que la monarchie a été installée, il y a eu l'empire de Napoléon, qui est venu, qui a tout remis en cause, qui s'est installé et qui a fait vraiment longtemps. Avant de pouvoir, après la chute de Napoléon, bon, je ne sais pas si je peux le dire, si c'était un dictateur ou bien quoi, mais il a pris le pouvoir, il s'est accaparé le pouvoir, comme on voit aujourd'hui en Afrique, avec certains chefs d'État, et il a été là longtemps. C'est quand lui tombe que maintenant, on passe maintenant à la République. Et la République, à partir de cet instant-là, devient un peu plus stable. Et jusqu'à 1944, on arrive maintenant, c'est là maintenant qu'en Europe, en France surtout, on parle maintenant, à partir de 1944-45, on parle maintenant de démocratie aboutie. Vous voyez que c'est un parcours. Essayons de compter les années. De 1789 à 1870, ça fait 81 ans. De 1789 à 1945, c'est plus de 160 ans. Donc on va dire que depuis le point de départ, jusqu'à la démocratie moderne que nous voyons aujourd'hui, ils ont fait, voilà, autour de 200 ans. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont tiré toutes les leçons. Ils ont connu les coups d'État, ils ont connu la violence, ils ont connu tout ce que nos pays connaissent aujourd'hui. Je dis ça pourquoi? Pour dire que la démocratie dont on parle, c'est la même démocratie qui est chez nous ici, qu'il nous faut simplement appliquer. Mais qu'on a du mal à pouvoir appliquer parce que nous ne sommes qu'en phase expérimentale de ce système. Parce que n'oubliez pas que nous sommes beaucoup, notre société a été gérée par des royaumes dans le temps. Chacun pense à son ethnie, à sa tribu. Donc la démocratie, dans la démocratie, on réussit à mettre quelqu'un à la tête. Mais une fois que lui il a la tête, il veut faire quoi? Conserver le pouvoir le plus longtemps possible pour pouvoir mettre ces gens à l'aise. Alors, ce qui nous fatigue. Docteur Mémoire, est-ce que cette conservation de pouvoir qu'on voit généralement en Afrique, est-ce que ce non-respect des textes démocratiques n'est pas souvent lié à, comment dire ça, à l'histoire coloniale? Est-ce que vous pensez que l'histoire coloniale qu'ont connue les différents pays africains influence quelque part le non-respect de ces textes démocratiques en Afrique? Bon, je ne pense pas ainsi, parce que la démocratie en Afrique, comme on a l'amertume de le constater aujourd'hui, quand une personne accède au pouvoir, il suffit de peu pour que la personnalité, la volonté de conserver le pouvoir vient modifier, n'est-ce pas, tout ce qui caractérise la démocratie elle-même. Quand on fait le constat dans nos pays aujourd'hui, pourquoi la démocratie est importante pour nous Africains? Moi, par exemple,
je suis issu d'une communauté malinké. Dans ma région, le mode de désignation du chef est propre aux individus qui partagent mon environnement. Si nous quittons cette partie du nord pour arriver à l'ouest, un pays par exemple BT, on va te dire que le chef, c'est le Woody. C'est-à-dire, celui qui a cette aptitude d'arracher le pouvoir. Alors, quand on va au centre, on va au nord savanneux, les méthodes et les modes de désignation des chefs se diffèrent d'un peuple à un autre. Alors, quand on a cette diversité de cultures, quand on a cette différence dans l'approche, dans la conception de désigner le chef, le principe démocratique qui veut que on choisisse un individu, on choisisse une personnalité en surmontant les frontières ethniques, les barrières régionales, devient donc un principe, j'allais dire, parfait. Mais qu'est-ce qu'on constate? On voit des individus qui, j'allais dire, prêchent de bonnes idéologies, mais une fois qu'elles sont soumises à l'épreuve du concept de la démocratie, elles s'isolent pratiquement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Africains, j'allais dire, est-ce qu'ils sont déçus, mais se sentent abusés par le concept de la démocratie. Alors, dans ce contexte-là, ça veut dire que Serge Kofi, l'information ou le journaliste, les hommes de médias ont un rôle crucial à jouer. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi les... Est-ce que les médias africains jouent pleinement ce rôle-là dans l'ancrage démocratique? Oh oui, j'ai presque envie de dire oui et non à la fois. Parce que je pense que les médias quand même dans l'ensemble, travaillent quand même à rappeler les principes de démocratie, non seulement aux populations, et puis aux dirigeants, surtout généralement quand c'est, on va dire, les médias qui ne sont pas proches du parti au pouvoir. Ça se fait généralement. Maintenant, en même temps aussi, certaines presse qui est affiliée au parti politique, c'est-à-dire généralement quand c'est le parti au pouvoir, cette presse-là, elle cautionne beaucoup de choses. D'accord. Elle cautionne beaucoup de choses. Maintenant, pour revenir, mais aussi, si tu permets, Daniel, pour revenir à la question que tu as posée tout à l'heure à Dr Kone Mebra, si c'est un héritage sur la démocratie, c'est un héritage de la colonisation. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, vous savez, je pense que à la fin des années 50, la plupart des pays africains ont souhaité acquérir l'indépendance. Ont souhaité se libérer d'éléments, enfin, souhaité avoir l'émancipation. Et quand vous voyez ces pays africains-là, je pense que cette volonté même d'émancipation, pour moi, participe de la démocratie. Tout à fait. Parce que quand on est sur le joug de colonisateur et qu'à un certain moment, on estime qu'on veut s'autodéterminer, pour moi, on est déjà ancré dans la démocratie. Et quand ces pays-là ont l'indépendance, la plupart, en 1960, des pays francophones, anglophones, tout ça, maintenant c'est dans l'application de ce qu'on a reçu, maintenant qui pose problème. Effectivement. Et pour répondre un peu ce que Gaël a dit, il a dit que la démocratisation en Europe, ça a été le fruit d'un long processus. Mais moi, je pense que l'Afrique quand même a un avantage pour moi sur l'Europe. Parce que les Européens, finalement, au final, c'est quoi? Qui les a enseigné la démocratie? Personne. C'est eux-mêmes, en fin de compte. Nous, on a l'avantage d'avoir des maîtres qui nous ont enseigné comment il faut marcher sur la voie de la démocratie. Donc, pour moi, le processus devait aller plus vite en Afrique qu'ailleurs. Et vous le dites si bien, il ne va pas plus vite parce que ces dernières années... Parce que depuis, après Kone Mebra l'a dit, après le discours de la boule en 1990, Jacques Chirac, qui conditionnait l'aide au développement, à l'instauration de la démocratie, tout ça, du multipartisme. Quand on fait le bilan de 1990 à aujourd'hui, en 2026, mais... je pense que le bilan est quand même mitigé. Tout à fait. Il y a la possibilité de faire mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je pense sincèrement que c'est une question de volonté. Je pense que généralement les gouvernements africains n'ont pas cette volonté. Ou du moins, quand on est dans l'opposition, on est très critique, on appelle à la démocratie, mais quand on est au pouvoir, bon, finalement, on fout le pied. Et le bilan, il est là. Ces dernières années, comme je le disais, ont été marquées par plusieurs coups d'État en Afrique. Serge Aoumon-Lakpa, est-ce que c'est un rejet de la démocratie ou plutôt une crise de gouvernance? Non, ce n'est pas un rejet de la démocratie. Parce que de tous les coups d'État qui ont pu être opérés, on n'a jamais vu un régime, qu'il soit militaire ou civil,
demander à ce qu'on révise la Constitution pour repasser à la monarchie. On reste toujours à la démocratie. Donc, ce n'est pas un rejet. Mais ce que je voulais attirer ici comme élément nouveau, c'est, vous savez, la démocratie même est basée, et elle doit être basée sur le principe de l'alternance. C'est ça même le vrai fond de la démocratie. D'accord. L'alternance. Il ne faut pas qu'un seul individu dirige le pays pendant 20 ans. Il ne faut pas qu'un seul individu dirige le pays pendant 30 ans. Il ne faut pas qu'un seul individu et son groupe dirige le pays pendant X années. L'alternance permet de pouvoir faire avancer le pays. Parce que quand vous mettez en place même un programme de gouvernement ou bien un projet de société, vous avez un temps pour pouvoir épuiser. Mais une fois, vous allez pouvoir le remarquer, pour la plupart des pays où les gens ont fait 30 ans, 40 ans au pouvoir, après on a l'impression que plus rien n'avance. On tourne sur soi. Ouais, bien sûr. Parce que justement, l'usure du temps aussi du pouvoir. Parce que ce qu'ils ont prévu lorsqu'ils voulaient le pouvoir, ils ont fini d'épuiser ou bien même ils ont échoué. Il faut une nouvelle classe pour venir proposer du nouveau. C'est ça le principe de l'alternance. Malheureusement, chez nous, quand on prend le pouvoir, on veut le conserver le plus longtemps possible. Alors qu'avec le temps, on finit par s'épuiser, on finit par ne plus être efficace. Monsieur Courant même. Pourquoi on a toujours du mal à être démocrate quand je pense à l'aspect que Koné Mebra disait tout à l'heure, même si je l'ai évoqué premièrement dans l'aspect socio-culturel. Nous sommes plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Plus d'une vingtaine, trentaine de civilisations, parce que les ethnies et puis les civilisations, ce n'est pas la même chose au niveau de l'application des us et coutumes. Vous viendrez au sud, vous voyez que les Akans, il y a plusieurs ethnies, mais ils ont une même manière d'accéder au pouvoir, comme chez les Oué, qui ont leur manière, comme les peuples, le Mandé et tout. Le système diffère en fonction des groupes. Voilà, donc le système diffère. Mais ne nous trompons pas. C'est la même chose aussi en France, en Angleterre. Il y a des peuples. Il y a les Corses, il y a, comment on appelle les Gaulois, tout cela. C'est comme ça aussi. Mais comment ils ont réussi à finalement arriver à cette démocratie-là? Parce qu'ils ont mis en avant le concept de nation. Une fois on réussit le concept de nation, la nation c'est quoi? C'est appartenir au même territoire, au même espace, et on se considère tous étant les mêmes égaux. Donc une fois que vous arrivez à construire et à appliquer le concept de nation, vous êtes une nation. Donc ce qui fait que moi, qui suis un Avikam, quand je vois Serge, ou bien je vois Koné, quel que soit d'où il vient, il est ivoirien comme moi, nous sommes de la même nation. Donc dès cet instant-là, le clivage de la tribu ou bien de quoi que ce soit est écarté. Le clivage de la religion et tous ces éléments qui entrent en ligne de compte sont écartés. Quand on aura atteint ce niveau-là, je pense qu'on pourra facilement maintenant réussir à appliquer cette démocratie moderne déjà finie qu'on nous a simplement proposée et que nous avons accepté. On est tous jeunes sur ce plateau. On sent beaucoup sous nos cieux la jeunesse très mobilisée derrière les partis politiques. Est-ce que vous pensez que ces derniers-là croient encore aujourd'hui à la démocratie? Bien sûr, ils y croient. On les voit dans les différents partis politiques, quand il y a des activités, lorsqu'il s'agit de joutes électorales et tout, ils viennent, même si souvent la mobilisation est faible. Ne pensons pas que le fait que souvent on ne sente pas les jeunes, on voit souvent le taux d'abstention et certains éléments, que les gens ne s'intéressent pas. C'est l'environnement qui fait, parce qu'il y a un déficit de démocratie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie est dynamique. On ne peut pas, par exemple, en Côte d'Ivoire, dire que en termes d'application de la démocratie, nous sommes à 100%. C'est qu'on n'est pas réel. Certains pourraient vous dire qu'on est à 60%, on est à 70%, mais on n'est pas aussi dans la monarchie, on n'est pas dans la dictature, on est dans la démocratie, avec ses limites, avec ses erreurs qu'on essaie de corriger pour avancer. Vous partagez l'avis? Bien sûr, vous me permettrez même de rebondir sur la posture de la jeunesse politique face à l'évolution du concept. Mais si les jeunes sont découragés, c'est parce qu'ils croient en la démocratie et c'est parce qu'ils estiment que
la façon dont la démocratie est appliquée est décevante pour eux, les jeunes générations, qui estimaient mieux dans l'application de ce concept-là, au niveau de leurs aînés, des intellectuels qui les ont enseignés, voient que cette démocratie, dans son entièreté, souffre aux mains de ceux qui les ont alertés sur les concepts d'innovation, d'institutions, de règles, voient que ce même concept-là souffre dans leurs mains, les jeunes ne peuvent être que déçus. Et ça en appelle, n'est-ce pas, à une espérance nouvelle, qui veut que nous acceptions la démocratie, pas comme l'organisation des élections, mais comme un processus, comme l'a dit Gaël, comme un processus. Quand vous écoutez les Africains, quand vous écoutez même des intellectuels et même des présidents, pour eux, la démocratie, c'est organiser les élections et puis hop, j'ai la légitimité, l'opinion internationale constate que j'ai organisé les élections, donc je peux jouir de la légitimité qu'il faut. Alors que la démocratie, l'élection n'est qu'une étape dans la démocratie. La démocratie, c'est aussi comment le peuple se sent dans sa vie sociale, comment le peuple se sent dans son pouvoir d'achat, comment le peuple se sent face à sa justice, comment lui qui incarne l'institution, que ce soit la présidence, que ce soit la justice, que ce soit l'armée, comment sont-ils traités par rapport aux populations? C'est tout ça la démocratie. Donc quand on a dépassé l'étape de l'élection, on vient maintenant à l'étape de l'impact de cette démocratie, qui provient de quoi? Qui provient de la santé de l'institution qui est censée permettre le réjaillissement de l'application de cette démocratie. C'est bien que vous parliez d'institutions, parce que sans elles, c'est difficile d'aller loin. On en est certain. Est-ce que la démocratie peut réellement aujourd'hui fonctionner sans base institutionnelle? Non, pas du tout, parce que je pense que c'est les institutions même qui fondent l'essence d'une bonne démocratie dans un pays. Et répondre à ta question maintenant, ça me fait penser un peu à cette phrase-là que Barack Obama avait dite en 2009, je crois, au Ghana. Il a dit: l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais elles sont toujours critiquées, ces institutions. Oui, mais c'est justement si les institutions étaient fortes, vous voyez que le système politique d'un pays, généralement les pays africains, n'allait pas reposer sur un seul homme. Je n'ai pas envie de citer des exemples des pays ici sur ce plateau, mais vous voyez, on voit des pays en Afrique où tout est centralisé, tout le pouvoir est entre les mains d'une seule personne. À la limite, la personne me supplée toutes les institutions du pays. Non, mais vous pouvez citer supplée toutes les différents pays. Hein. Je peux donner un exemple. Oui, je finis. Vous voyez, donc je pense que au-delà... Même la Côte d'Ivoire l'a vécu. Bon, peut-être en Côte d'Ivoire, on dira qu'ils étaient encore sous le temps du parti unique. Mais même après ça, quand tout le pouvoir d'un pays est centralisé dans la main d'une seule personne, mais on n'est plus dans un contexte démocratique. Or, si les institutions sont fortes, vous voyez, ça permet d'assurer une certaine pérennité même à l'État. Un pays comme le Cameroun, je vais mettre les pieds dans les plats, un pays comme le Cameroun, où le pouvoir est détenu depuis combien de décennies par un seul homme? 40 ans. 40 ans, il n'y a pas d'alternance. Tout se résume au président. Vous voyez, bon, un tel pays... Est-ce que c'est pas parce qu'il est trop compétent? Non, moi c'est ça, et ça me dérange. Ouais, c'est ce qu'on appelle même en psychologie le péril apocalyptique. Ça dit quoi? Après moi, c'est le chaos. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on voit dans certains pays africains, les présidents qui sont en poste depuis plusieurs décennies, à la limite, ils font croire au peuple que si je ne suis plus là, s'ils ne sont plus là, c'est fini, le pays se croule. Alors que ce n'est pas vrai. Avant vous, le pays a existé, après vous, le pays va exister. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont compétents, les compétents il y en a toujours, il y en aura alors, avec ce qui se passe au Burkina Faso, le débat a pris une autre dimension. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie est inadaptée à certains contextes africains, Gaël? Non, il n'y a pas pour les Africains, il n'y aura pas de démocratie sur mesure. Ce n'est pas une camisole qu'on va coudre pour un pays spécialement. La démocratie a ses principes. Et les jeunes dont on parlait aujourd'hui, là, s'ils se plaignent, ils veulent le changement et tout, c'est parce qu'ils, justement, ils sont nourris à la mamelle de cette démocratie qu'ils ont appris. Ils connaissent les fondements et quand ils regardent sur le terrain, ils voient que c'est pas la réalité. Donc, c'est là que se retrouve le malaise. Donc, quand des militaires décident de prendre le pouvoir et qu'ils suspendent la Constitution,
Parce que quand on suspend la Constitution, ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. C'est ça. Ils peuvent créer les chartes de révolution. Ça dépend des pays. Hein. Il y a d'autres où ils créent une charte de révolution. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on avait vu CNSP avec, comment on appelle, le général Gueye. Ça dépend. Ils créent quelque chose pour une transition. Et puis après, si ça se passe bien, on revient maintenant à l'ordre constitutionnel. Sauf que, malheureusement, pour le Burkina, le Mali, la plupart des pays de l'AES, ils sont venus, ils se sont maintenus. On ne sait pas si on est dans un système de monarchie, on ne sait plus si on est dans la démocratie, et puis on est suspendu comme ça. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Parce que à ceux-là, comment va se faire la succession? Parce qu'il s'agit d'un pays. Que vous vouliez ou non, il y aura un changement un jour. Exactement. Ce changement-là, il s'impose. Sera-t-il pacifique? Sera-t-il comme eux-mêmes ils sont venus? C'est là que se pose la question. Maintenant, je veux parler un peu aussi de la démocratie chez nous ici. Chez nous, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Ok. Regardez par exemple, c'est un parcours de 1960 à aujourd'hui. En 60, c'est de la même démocratie qu'on parle. Parce que je ne pense pas qu'après qu'on ait eu l'indépendance, au niveau international, on ait fait une ramification pour modifier ce qu'on appelle démocratie. Ce sont les mêmes tests de base, ce sont les mêmes fondements. Mais en 1960, lorsque le président Houphouët-Boigny prend le pouvoir, on assiste à quoi? Au parti unique. Depuis 1960 jusqu'en 90, 30 ans après. C'était la démocratie, non? N'est-ce pas? On était en démocratie, mais sauf que la pluralité n'était pas appliquée. Je développe comme ça pour dire qu'on va voir combien de fois c'est une affaire de dynamique. De processus. Parce que on est entré en démocratie en 60, mais le président est là, les institutions fonctionnent et tout, mais sauf qu'il n'y a pas de parti d'opposition, c'est le parti unique dans cette démocratie. Ça, en ce moment-là, il n'y avait pas de pluralité. De 90, où on vient maintenant consacrer le multipartisme, qui a aussi prévu dans la même constitution, dans la même démocratie qu'on a décidé d'appliquer depuis le début, qui finalement arrive 30 ans après. Après cela, on passe à une trajectoire d'instabilité. Coup d'État en 99, rébellion en 2002, et puis la crise post-électorale de 2011. Là, c'était une période vraiment instable pour la démocratie ivoirienne. On continue d'évoluer. Après 2011, aujourd'hui, on est dans une démocratie en reconstruction, avec plusieurs tensions, mais on est en reconstruction. C'est pour ça que je dis que c'est dynamique. On pourra critiquer tout ce qui ne marche pas. Il y a des avancées aussi, mais l'effort qu'il y a à faire, c'est de ne pas aller retomber dans les coups d'État inutiles. Note démocratique de la Côte d'Ivoire sur 10. Qu'est-ce que vous donneriez? 7 sur 10. Docteur Koné Mebra? 6 sur 10. Serge Kofi? Moi, je donne 5 sur 10. 5 sur 10. 5 sur 10. Pourquoi 7, Gaël Lakba? 7 parce que, je l'ai dit tout à secondes, l'heure, il y a des avancées, comme aussi il y a beaucoup d'éléments comment on appelle, à améliorer. Vous voyez par exemple, hier, si la date est bonne, le ministre de la Justice était devant le Parlement pour introduire un nouveau texte de loi. Et vous savez, ce texte de loi, c'est quoi? C'est un texte de loi qui va créer une institution pour suivre la détention des gens qu'on arrête. Ça veut dire que ça sera une organisation autonome à l'image du CNDH qui aura les pouvoirs de passer dans les prisons et vérifier et lutter surtout contre la torture, vérifier la condition des gens dans leurs arrestations. Vous savez que ce problème-là, il persiste en Côte d'Ivoire, on en parle toujours. On enlève les gens, la manière de les arrêter. Il y a d'autres qui parlent de torture. Quand ils sont en prison, ils disent qu'ils sont dans des conditions inhumaines et tout. Cette institution-là, beaucoup ne sont pas jugés à temps. Voilà, toute cette institution doit connaître le jour dans les prochains temps en Côte d'Ivoire ici. Et elle fonctionne selon les règles internationales. Je dis bien à l'image du CNDA. Donc vous voyez que ça, on peut dire que c'est une avancée. D'accord. Ouais, c'est pour ça juste pour répondre en fait. Bon, vous allez prendre la parole en même temps. Vous avez donné 5 sur 10. 5 sur 10, mais d'abord je vais dire, Gaël, en fait ce n'est pas le fait que prendre des lois, je vais dire le corpus légal, il est assez fourni en Côte d'Ivoire, mais c'est pas ça le problème en réalité, c'est l'application. Parce qu'on peut prendre des lois, on peut créer de nouvelles institutions, mais est-ce que cela est appliqué? Parce que c'est ce qui me rebute et puis c'est pourquoi j'ai donné 5. Vous savez, je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, Gaël a dit qu'il y a eu des avancées, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Vous voyez, c'est pourquoi je pense, pour moi, ce qui me déçoit le plus, parlant de la démocratie en Afrique, je pense que nos gouvernants, ils connaissent la réalité. La plupart,
ont soit été à l'école en Europe ou ont vécu en Europe, ils savent, en fait, ils connaissent le modèle adéquat de la démocratie, mais en réalité, quand ils arrivent en Afrique ici, ils veulent donner une version africaine de la démocratie. Moi, c'est ce qui me dérange. Non, mais il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais c'est ce qui me dérange. La note démocratique de Dr Mebra, c'est 6 sur 10. Pourquoi 6? Alors, je veux aborder dans le même sens que mon confrère. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que la démocratie, c'est un concept. C'est un processus. Quand on le déballe et qu'on considère que l'élection est une partie ou une étape dans l'application de la démocratie, on va dire qu'au-delà des élections, il y a plusieurs autres pans qui doivent être satisfaits. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelle est la situation de la liberté individuelle? Aujourd'hui, quelle est la tenue des dirigeants face à la loi maîtresse de la République? Quelle est la situation de la justice face aux autorités qui gouvernent? Donc, c'est toutes ces questions. Du point de vue institutionnel, est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de la manière dont on traite un justiciable simple, est-ce qu'on peut soumettre une autorité institutionnelle aux mêmes obligations? Le constat est là. Le constat est là. On a le sentiment que c'est lorsqu'on a les leviers du pouvoir que la justice est plus forte. Donc, du point de vue liberté, du point de vue de la qualité de la protection des droits, il faut être honnête, il y a un grand retard. Mais du point de vue développement infrastructurel, il y a eu une avancée. Ce pan fait également partie de la démocratie. Parce que la démocratie existe pour faire du bien aux populations. Au-delà de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez qu'il existe un modèle africain de gouvernance démocratique, Gaël? Allez-y, Serge. Moi, je prends 2 pays déjà, je pense qu'ils sont des exemples. Je prends le cas du Sénégal. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu quand même quelques échauffourées lors de l'élection présidentielle, mais globalement, quand tu regardes depuis 1960 le Sénégal, il y a quand même une alternance. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu quand même quelques petits couacs, mais globalement, c'est bon. Ouais, le Sénégal, l'un des rares pays en Afrique, Afrique francophone, qui n'a pas encore connu de coup d'État. L'un des rares pays en Afrique. Depuis 1960, la plupart des pays ont connu des coups d'État, sauf le Sénégal. Ça veut dire que c'est un exemple à saluer. Et puis, je prends l'exemple aussi d'un pays comme le Ghana. C'est vrai que le Ghana a connu ses heures troubles avec plusieurs coups d'État. Mais après le retrait de John Rawlings, je pense qu'il y a eu quand même une alternance qui est assez pacifique et puis qui est cool. Quand je regarde ça souvent, je m'assois, je me dis, mais comment les autres font? Et puis, on a les autres. Pour appliquer cela chez nous ou ailleurs, c'est compliqué. C'est aussi simple. Il suffit de respecter un peu les règles qu'on s'est librement donné, et puis les choses vont fonctionner normalement. Mais vous savez, généralement on défend la démocratie quand on est dans l'opposition. Je pense que c'est ça le vrai problème de l'Afrique. Quand on est dans l'opposition, c'est là où on estime que le pays devait fonctionner comme ça, mais quand on est au pouvoir, le regard change en fait. Alors, dans le même sens, le multipartisme est souvent présenté comme un acquis. Est-ce que vous pensez, Gaël, que dans ce contexte dans lequel on est, ce multipartisme-là est toujours bénéfique? Bénéfique, oui. Pourquoi? Parce que de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu qu'un seul pays qui a dirigé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause du multipartisme, c'est par le multipartisme qu'on a connu le PDCI qui a fait plus de 30 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, peut-être presque 50 ans. Voilà, 40, presque 50 ans. Après, on a vu le FPI. Après le FPI, on a pu voir aujourd'hui le RHTP. Donc, de ce point de vue-là, oui. Mais d'un autre point de vue, la conservation du pouvoir, c'est cette gangrène-là qui mine notre démocratie. Est-ce que vous pensez qu'un parti politique pourrait s'en détacher, la conservation du pouvoir? Mais c'est un état d'esprit. C'est ça. C'est l'application de la démocratie, de l'alternance. Il parlait du Ghana tout à l'heure. Mais là-bas, un parti prend le pouvoir, il fait soit un mandat, 2 mandats, quand ça arrive, il va encore aux élections. S'il a perdu, c'est fini, c'est retiré, l'autre vient, et puis on avance.
Chez nous ici, on ne veut pas. On se dit que si je suis là, si je ne suis pas là demain, mes proches vont devenir quoi? C'est ça le problème. Et puis on veut se maintenir. Autant que vous voulez vous maintenir aux affaires, mais vous ne pouvez pas appliquer normalement la démocratie. Vous êtes obligé de tordre le cou à la démocratie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous sommes dans un processus. Et moi, je veux bien y croire. Parce que la Chine ne s'est pas construite en une nuit. On était en 1960, on a vu des choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Entre 1990 à 2011, on a vu des choses. Et puis aujourd'hui, de 2011 à 2026, on voit aussi des choses. Il y a des choses qui se corrigent, comme il y en a aussi qui persistent, qui demeurent, parce que ceux qui sont aux affaires veulent toujours être là. Alors, dans le respect des textes démocratiques, est-ce qu'il y a un rôle que doit jouer l'armée? Docteur Méboire. Le seul rôle de l'armée, c'est d'encadrer l'esprit et la forme du système. L'armée, son rôle régalien, c'est de protéger ses concitoyens. Ces concitoyens-là sont unis dans leur principe qui est transmis par l'existence des institutions. Donc l'armée doit protéger les institutions. Et l'institution est incarnée par des présidents d'institutions. Au plus haut sommet, le chef de l'État. Donc c'est ça le rôle de l'armée. L'armée, quelles qu'en soient les tensions institutionnelles, l'armée doit jouer qu'un rôle neutre, un rôle d'arbitre. Quand l'armée constate que le blocage institutionnel peut engendrer des effets de ralentissement de l'économie, l'armée, avec le penchant ou en connaissance du penchant de la population, l'armée peut entrer en ligne de compte pour encadrer le processus en fixant les délais de sa mission pour pouvoir aboutir rapidement à la continuité de l'ordre démocratique. À côté de l'armée, il y a la société civile. Est-ce que vous pensez que cette société civile-là est capable aujourd'hui de défendre véritablement la démocratie sous nos cieux? Oui, ça devait mettre son rôle, le rôle de la société civile. C'est-à-dire de défendre la démocratie, de travailler à l'instauration de la démocratie. Ça devait être, c'est le constat, il y a un autre constat que vous faites. Mais le constat, malheureusement, encore mille fois hélas, sous nos cieux, la société civile sont généralement encartées dans un parti politique. Malheureusement. Et même ceux qui sont, je vais dire, qui descendent des chapelles politiques, généralement sont, parce qu'à fond, on les attend très peu, ou bien on les attend pas du tout. Généralement, c'est la société civile qui est proche d'un camp, d'un parti, soit c'est du parti au pouvoir, c'est de l'opposition qu'on entend le plus. Et ça contribue à, je vais dire, à décrédibiliser le discours de la société civile. Parce que quand vous venez, vous êtes, je vais dire, une tête de ponte de la société civile, et qu'on vous sait encarté d'un parti politique. Mais généralement, ça décrédibilise tout de suite, on n'a pas toujours confiance. Votre discours n'est plus crédible. Mais quand vous défendez des positions, peu importe votre positionnement, mais bon, le discours porte. Ça devait être le rôle de la société civile, mais encore une fois, sous nos cieux en Afrique. Vous savez, et puis la politique, je pense que le danger, c'est qu'en Afrique, on conçoit la politique comme un moyen d'ascension sociale. Je pense que tout part de là. C'est-à-dire que quand Gaël a parlé tout à l'heure de se maintenir au pouvoir, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la politique sous nos cieux est devenue un moyen d'ascension sociale. Par la politique, moi, Serge Kofi, je suis journaliste, je peux facilement me retrouver directeur quelque part d'une société parapublique. Donc, vous voyez, et quand j'ai la chance d'appartenir à un camp politique, soit c'est le camp qui est au pouvoir, mais je vais tout faire pour que ce camp-là reste au pouvoir. Vous parlez d'ascension sociale, moi ça me fait penser à ce qu'on appelle corruption. Pour certains observateurs, il y a un très bon lien entre la corruption et la démocratie, et le frein, entre la corruption et le frein à la démocratie en Afrique. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez à Oumangaël Lakma? Le combat contre la corruption, c'est une question de volonté politique surtout. La corruption peut bien exister en France, en Grande-Bretagne, au Brésil, là-bas, ça existe. Mais en fait, quand vous êtes aux affaires et que vous voulez lutter contre la corruption, vous risquez de vous retrouver à appliquer la loi sur vos proches. Parce que ce sont eux qui ont les plus grandes responsabilités. Or, très souvent, eux-mêmes, ils sont impliqués.
du coup, ça devient difficile. Ça devient difficile. Sinon, je pense que éradiquer la corruption pour un État, pour un pays qui le veut sincèrement, bénéficie de tous les leviers, il n'y a aucun problème. Mais quand on fait du 2 poids 2 mesures, on parle de corruption, on s'intéresse seulement aux petits policiers au bord de la route, ou bien on s'intéresse seulement à un petit cas isolé, on prend pour faire un exemple. Mais quand ceux-mêmes qui sont à la tête des grosses institutions sont impliqués, on ne voit rien. Dans ce moment-là, ça ne fait qu'encourager tout le monde, ça devient un état d'esprit. On se dit que c'est ce qui marche. Tu veux pas, tu dois passer par là. Tu vas à la fonction publique, tu déposes un papier, il faut forcément mettre quelque chose sur ton dossier. Toutes ces choses-là doivent être normalement combattues et aidées par le pouvoir, qui ici, il a vraiment la volonté de le faire. Et on a constaté le pouvoir actuel, on fait souvent quand on fait les évaluations, on voit que la Côte d'Ivoire ne fait que progresser dans la lutte. Mais comme je dis encore, c'est une question qui est dynamique, qui est un processus. On va y arriver. Je ne sais pas si ce sera dans 50 ans, dans 100 ans, ou si on va faire 200 ans comme la France. Mais on va y arriver, il faut y croire. Moi, j'y crois. Parce que quand on dit souvent, un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Il faut qu'on soit honnête. Il y a des pays ici en Afrique où tel que nous sommes assis en train d'échanger, en train de débattre, en train de parler, où on donne notre point de vue, contradiction ou pas. Moi, on ne m'a jamais interpellé parce que je suis venu faire une telle émission. Alors que dans certains pays, vous ne pouvez pas. Ça, au moins, il faut reconnaître que c'est un acquis. Et même si vous avez fait quelque chose, on va vous interpeller, vous demander, vous allez vous expliquer. Or, dans certains pays, on n'a pas ça. Vous parlez de liberté d'expression, moi ça me permet d'aborder la question. En même temps, c'est pas le libertinage aussi. Oui, ça me permet d'aborder l'essor du numérique, les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils réagissent, qu'ils renforcent ou qu'ils fragilisent la démocratie sous nos cieux? Je veux dire que les réseaux sociaux renforcent la démocratie. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, la parole est à tout le monde. Des gens qui n'avaient pas la parole, aujourd'hui, à l'aide d'un téléphone, ils peuvent donner leur point de vue sans forcément être sur un plateau de télé. Donc, les réseaux sociaux ont contribué à renforcer la liberté d'expression et à étendre, n'est-ce pas, j'allais dire, l'esprit démocratique en Afrique et partout dans le monde. Et il y a aussi les leaders d'opinion qui prennent, mine de rien, de plus en plus de place. Est-ce que vous pensez que leurs interventions influencent positivement le débat? Mais bien sûr, parce que c'était quoi le défi? D'arriver à parler à la cible recherchée. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on peut s'adresser à la cible demandée. Vous parlez ici, vous pouvez être entendu à 2000 km, vous pouvez être entendu par des milliers de jeunes gens qui partagent votre quotidien ou qui sont affiliés aux personnes que vous recherchez ou à la cible que vous recherchez. Donc, à travers les réseaux sociaux, tous ceux qui n'ont par exemple pas de poste téléviseur, tous ceux par exemple qui n'ont pas de radio, tous ceux par exemple qui sont dans des zones difficilement accessibles à l'antenne traditionnelle, les réseaux sociaux deviennent une télévision pour eux. Donc, par ce moyen, tous les leaders d'opinion qui l'utilisent finissent par arriver à atteindre les cibles visées. Donc, les réseaux sociaux ont contribué à enrichir le débat, ont contribué à rapprocher l'esprit du consensus, qui est le socle et la base sur laquelle la démocratie se nourrit, se renforce et se stabilise. Serge? Enfin, Gaël? Les réseaux sociaux, j'ai envie de faire un parallèle avec la démocratie. Alors, sur le point de vue forme, sur la forme, les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture sur les canaux et tous ces éléments-là. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, de par la forme, vous pouvez être ici et puis adresser un message facilement à quelqu'un qui est en Chine ou bien même à toute la population selon les éléments que vous allez faire par rapport à l'algorithme.
Mais malheureusement, ce canal formidable que les Occidentaux, une fois de plus, ont créé, chez nous ici, on est encore en train de mal utiliser, de mal appliquer, comme on applique mal la démocratie. C'est comme si on est maudit en fait. Les réseaux sociaux, vous allez dans les autres pays, ça sert à éduquer, à former, à enseigner, à faire avancer dans l'idée. Chez nous ici, il y a un certain groupe qui aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, immoralité, vulgarisation de la sexualité, de la drogue, de tout ça. Et puis, ce qui me choque, c'est que on ne les interpelle pas. On ne les interpelle pas forcément pour les emprisonner, mais quand quelqu'un fait une sortie qui choque les mœurs, qui choque l'éducation des enfants, parce que ces réseaux sociaux-là, les enfants de 16 ans, 15 ans, 14 ans, ils sont sur ces réseaux. Quand quelqu'un fait une sortie, exposition de fonds et tout, il faut quand même les interpeller pour leur dire, bon, et voilà, il faut baliser. Mais on ne le fait pas. Malheureusement, j'ai fini sur un cas. Il y a eu une influenceuse qui a fait une sortie dernièrement sur les réseaux sociaux, je n'ai pas cité, avec tout ce qu'on peut penser, vulgarité, tout ce qui va. Et il y a quelqu'un, un jeune homme, qui a fait un commentaire, mais lui, il tombait sous le coup de son commentaire, il tombait sous le coup du non-respect, je crois, de la situation de la femme, parce que en substance, son message voulait dire que battre une femme, c'est normal. Là, tout de suite, le ministère de la femme a porté plainte. Et il a été pris. Mais tous les autres qui font des vidéos, qui font tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'il ait été interpellé? Non. Ou vous dites que je suis d'accord. Il est interpellé, c'est bien. Maintenant, lui là, c'est la première fois qu'il a fait un commentaire. Mais il y a dans ce pays des gens qu'on connaît qui ne font que tous les jours faire des choses. On se plaint, mais on ne voit rien. Alors, vous le dites. Les réseaux sociaux, pour moi, pour terminer sur le point d'égal, pour moi, si je veux faire un parallèle, tout à l'heure, il n'a pas dit un parallèle, je vais faire le parallèle, même pas avec la démocratie, mais avec le multipartisme. Où les réseaux sociaux est venu consacrer davantage la liberté d'expression. Et à la base, c'est une bonne chose. D'accord. Comme il a dit, ça permet d'éduquer, d'échanger, c'est une bonne chose. Mais vous voyez, l'utilisation qui en est faite, il y a eu tellement de déviations. C'est un peu comme le multipartisme. À la base, le multipartisme, c'est une bonne chose. La pluralité des pensées et tout ça. Mais vous voyez, dans l'application en Afrique du multipartisme, ouais, le terrain, le débat, il va souvent sur le terrain ethnique. C'est le clan qui est privilégié. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que il faut travailler à CENI, surtout au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux, tout comme il faut travailler à faire une bonne application du multipartisme. On parle de démocratie, on parle de sa promotion, mais souvent le constat qui est fait sur le terrain, c'est que les militaires qui viennent prendre le pouvoir par coup d'État sont souvent applaudis par certains peuples. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, Dr Mebra? Alors, ça peut s'expliquer par, comme on l'a déjà dit, hein, la grande amertume vécue par les populations, qui se sentent, après avoir espéré des leaders issus du cadre électoral, que leurs préoccupations, leur quotidien soit satisfait par l'application d'une politique d'orientation claire, ils sont venus à être désespérés dans l'attente. Quand ces militaires arrivent, on voit parmi eux des actions de révolution qui auraient pu être faites par des civils. Alors, c'est l'amertume des populations, c'est la déception des populations qui amène ces populations à applaudir l'armée. Sinon, l'armée n'a pas pour rôle de définir une politique générale pour un État. Alors finalement, l'armée, son rôle, vous me permettrez de chuter sur ça, c'est de protéger. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces populations applaudissent encore les militaires? C'est un manque d'éthique. Les leaders civils qui portent la responsabilité de développer une politique de développement, quand ils viennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enrichissent. Quand quelqu'un commence à
avoir une pensée contradictoire, la liberté d'expression est confisquée. Les nominations ne sont plus sur la base de la compétence, mais sur la base du rendement politique, sur la base du copinage politique, sur la base du régionalisme politique, ou quelquefois du rapprochement ethnique, ou quelquefois de la soumission politique. Alors, quand ces populations qui ont tant espéré finissent par voir que celui qui est censé, qui porte le costume, qui est le civil, qui est issu des élections, qui a fait des promesses politiques, mais en fin de compte, en 5 ans, en 10 ans, qui n'a même pas été capable d'accomplir même 10% de ce qu'il a dit, et qu'en 6 mois, on voit des militaires avec une posture révolutionnaire, qui ne sont pas dans les discours, mais dans les actes, et qui viennent de façon concrète, de façon précise, accomplir des actes de développement, des actes politiques forts, on va les applaudir, même si on n'est pas d'accord avec le moyen qu'ils ont utilisé pour prendre le pouvoir. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Moi, je vais prendre une image encore, une fois de plus. Vous voyez l'image d'une femme dans une maison, séquestrée par un inconnu, un bandit, un braqueur, pendant une longue période, et elle connaît toutes sortes de souffrances dans cette séquestration-là. Et puis tout d'un coup, elle est là, elle rêve, elle se dit, ah mais il faut qu'un sauveur vienne, il faut qu'on me sauve, il faut qu'on me sauve. Et puis un jour, son ex, avec qui elle avait été, mais qu'elle a trouvé qu'il avait des limites qui n'étaient pas bonnes, qu'elle a dû critiquer et chasser, celui-là vient, il casse la porte, et puis il entre. Tout de suite, comment elle va se sentir? C'est ce même ex-là, mais le soulagement, elle sera heureuse de le voir lui, qui aura certainement bouté ce braqueur-là dehors. Mais voici un peu ce à quoi ressemble cette histoire des militaires qui prennent le pouvoir. Le peuple est déçu, est frustré, n'a même plus d'espoir. C'est comme on dit, l'incendie, pour l'éteindre, on n'a pas besoin d'eau propre. Donc celui qui vient, en tant que militaire, il renverse l'ordre constitutionnel, il est là. Et puis, tout le monde est content. Mais pour combien de temps? Parce que c'est un feu de paille. Je le dis ici, aucun militaire ne peut développer un pays. Même si certains viendront me dire qu'il y a eu des militaires qui ont fait leur temps et tout, ils n'ont jamais développé un pays. Quand ils font le coup d'État, les gens peuvent applaudir et tout, mais il faut qu'ils se donnent une période de transition. 3 mois, 6 mois de transition. Rapidement, ils retournent en caserne et ils donnent le pouvoir à ceux qui ont été formés pour faire avancer le pays. Un militaire ne peut pas faire 10 ans, 15 ans à la tête d'un pays. Vous voulez aller où? Merci. Mais c'est ce que la Côte d'Ivoire a vécu en 2000, je crois, après le coup d'État de 99. On a tous vu les Ivoiriens sont sortis massivement dans les rues pour applaudir le coup d'État qui renversait le président Bédié. 10 mois après, la même population est sortie pour... Et je me rappelle d'une expression que j'avais aimée d'un journal panafricain qui avait dit le général Gueye est arrivé comme un sauveur, il est parti comme un voleur. Ouais. Je pense que c'est un schéma qui s'applique à beaucoup de régimes militaires dans l'Afrique. Quand on a connaissance de tous ces défis, de toutes ces difficultés, ça veut dire que quelque part, il y a une certaine éducation citoyenne qu'il faut développer pour construire durablement cette démocratie dont on parle tant. Pour vous, ce serait la bienvenue? Gouverner relève de la moralité, de l'éthique. Ceux qui incarnent, on aura beau dire, les institutions, on construit certes des bâtiments, mais ce ne sont pas des bâtiments qui bougent. Ce sont des humains qui font fonctionner la démocratie. Ce sont des humains qui appliquent l'orientation générale politique. Donc ce qu'on attend de ces chefs d'institution, c'est d'être l'exemple de ce qu'ils veulent appliquer. C'est d'être des modèles de ce qu'ils veulent amener leur population à suivre. Les gens entendent et écoutent ce que vous dites.
mais ils sont influencés par votre façon de faire. L'Afrique est-elle prête pour la démocratie? On va faire un dernier tour de table sur cette question principale avant de nous laisser. Docteur Mebra, je vous accorde 1 minute pour terminer, s'il vous plaît. Alors, pour dire que l'Afrique, au regard de tout ce qu'on a connu, c'est beaucoup de velléités, c'est beaucoup de contrastes, c'est beaucoup de décalage qui peut nous amener à croire que l'Afrique n'était pas en capacité. Mais, malgré tout ce décalage, il y a quand même beaucoup d'avancées. Il y a des traités, il y a des conventions de la CEDEAO par exemple, qui imposent que 6 mois avant les élections, il ne doit pas avoir de modifications constitutionnelles. Il y a par exemple l'accord de Bamako d'octobre 2000. Donc, tous ces accords internationaux ont contribué à apaiser le climat démocratique. L'Afrique, avant l'arrivée de ce concept démocratique, elle avait, j'allais dire, la gestion féodale, traditionnelle de nos communautés. Et cette participation communautaire sous l'arbre a été un succès. Donc, les mentalités africaines sont prêtes à la gouvernance. Si notre culture est venue pour améliorer, pour enrichir la culture de gouvernance africaine que nous avons, c'est un plus. C'est aux intellectuels qu'il fallait intégrer, décentraliser la pensée démocratique. On est resté dans la capitale. Quand vous venez dans des pays africains, je vous accorde 20 secondes s'il vous plaît. Permettez que je termine sur ça. On a le sentiment que la démocratie n'existe que dans la capitale. Mais quand vous allez dans les villes de l'intérieur des pays, regardez l'approche idéologique des populations en banlieue, en localité, en zone rurale. C'est de postures tribales. Ça veut dire que la conscience et l'éducation démocratique n'a pas changé les populations. Donc il faut, pour les partis politiques, une bonne modification éducative dans toutes les sphères. Serge Kofi, l'Afrique est-elle prête pour la démocratie? Pour moi, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour aller plus loin dans la pratique de la démocratie. Mais pour moi, simplement, elle n'en a pas la volonté. Elle n'en a pas la volonté. Sinon, je pense que... Vous parlez de ses dirigeants? Parler de ses dirigeants, de sa classe politique, elle n'en a pas la volonté. Sinon, on pouvait aller plus loin. Gaël a dit, c'est un processus, je suis d'accord avec ça, c'est un processus. L'instauration de la démocratie, l'application de la démocratie, c'est un processus. Mais on pouvait aller plus loin. Il aurait pu y avoir davantage d'acquis. Mais je pense qu'on n'a pas la volonté. Gaël, on va terminer avec vous. Est-ce que, pour vous, est-ce que l'Afrique est prête à... Enfin, pour la démocratie? Si je regarde à la loupe avec le déficit d'application du concept de nation, du concept de conservation du pouvoir, du concept de la volonté d'avoir une démocratie faite sur mesure pour l'Afrique, je dirais que l'Afrique n'est pas encore prête pour la démocratie. Mais si on va sur la volonté profonde de faire changer les choses, d'appliquer vraiment la démocratie, que je dis la démocratie aboutie, celle-là qui a subi plusieurs mutations avant d'être celle qui est aboutie depuis 1945, qu'on nous a donné de 45 à 60, il n'y a que 15 ans. On nous a donné cette démocratie-là, moderne, propre. Il nous suffit simplement de vouloir l'appliquer. Mais comme on tient toujours à se maintenir au pouvoir, on tient toujours à maintenir sa tribu, son clan, sa région au pouvoir, on est obligé de tordre le cou à la démocratie et c'est malheureux pour l'Afrique. J'espère, j'ai l'espoir, j'espère qu'au fil du temps, on va arriver finalement à avoir une démocratie stable, parce que pour l'instant, nous sommes dans une démocratie instable. Et vous l'avez dit, même si c'est dans 50 ans.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Aouman Gaël Lakba, vous êtes analyste sociopolitique. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Docteur Kone Mebra, merci encore d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes politologue et le journaliste politique sur ce plateau n'est rien d'autre, n'est personne d'autre que Monsieur Serge Kofi. Merci également Serge d'avoir été sur ce plateau. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain pour un autre numéro de Cette Info le débat.